Salut, ici Naomi et Daniela. Bienvenue sur la saison A de notre podcast On Trip Nature. Dans chaque épisode, avec nos invités, on se penche sur les solutions pour transformer notre façon de voyager et encourager des pratiques régénératrices. Comment le tourisme peut être au service des communautés et de la planète? Alors, rejoignez-nous dans cette incroyable aventure vers un tourisme à impact positif. En attendant le prochain épisode, tripons sur les réseaux. Bonne écoute. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de notre micro-série sur les hébergements innovants et responsables. Aujourd'hui, nous sommes honorés de recevoir Jean-Daniel Petit, un visionnaire qui incarne la fusion audacieuse de la préservation de notre précieux territoire et la reconnexion de l'humanité à la nature. Avec Beside Habitat, il crée des véritables refuges où l'harmonie entre l'homme et la nature devient un art de vivre. Imaginez-vous, une destination où la culture et la transmission du savoir se tissent dans le tissu même de la nature, où chaque expérience devient une ode à cette symbiose exceptionnelle. Alors, attachez vos ceintures, car notre conversation promet d'être une véritable source d'inspiration. Bonjour Jean-Daniel, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci pour l'invitation. Jean-Daniel, tu es président cofondateur de Beside, une marque internationale à l'intersection de la nature et de la culture. Avec des activités dans l'édition, l'immobilier et l'hôtellerie, Beside a su développer un modèle d'affaires unique et innovant qui permet de remplir leur mission de conservation. Et nous avons bien hâte d'apprendre davantage sur Beside. D'ailleurs, il faut savoir que nous, on s'est rencontrés lors d'un cours ici à HEC qui parlait justement de l'entrepreneuriat et c'est toi qui nous as allumé au début pour changer un peu notre regard de notre projet. Donc, merci pour être aujourd'hui avec nous. Bien, ça fait plaisir. Donc, sans plus tarder, est-ce que peux-tu nous raconter très rapidement comment est né le projet Beside Habitat et quelle a été la source d'inspiration pour construire des chalets où l'homme et la nature cohabitent? Oui, en fait, le projet est né initialement de Beside Media, qui est l'origine de l'entreprise. Et Beside Media avait pour but de reconnecter l'humain à la nature à travers un média imprimé, magazine papier, et un média numérique. Et on s'est dit, comment on peut rapprocher les gens littéralement de la nature, donc les amener en forêt de façon très précise. Et l'autre objectif était de faire de la conservation de territoire. Et c'est là qu'on a innové et créé le modèle d'affaires Beside Habitat, qui fait de la 80% de conservation de territoire. Et on développe un petit 20% pour pouvoir accueillir les gens sur ce beau terrain de jeu. Justement, que tu parles de leur mission, les principes 80% et 20% de développement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus comment vous appliquez ça dans les projets de construction des chalets? Donc, on a ciblé principalement au Canada, il y a plusieurs grandes terres qui sont propices à être développées par des développeurs immobiliers, des terres privées, mais qui ont une très haute valeur environnementale, donc des forêts qui sont centenaires, des montagnes, des lacs, des milieux humides, tout ça. Donc, on a décidé de développer un modèle, je pourrais dire, financier qui nous permet d'acheter des terrains et de les protéger. Dans un monde idéal, on ferait que de la conservation. C'est un peu utopique, donc on essaie d'être réaliste dans notre idéal. Ce qu'on fait, c'est qu'en vendant des petits lots sur 20 terrains, ça nous permet de générer assez de ressources financières pour acheter le 80% et ne plus jamais le développer. Donc, c'est vraiment le levier financier de la vente immobilière qui nous permet ça. Ensuite, le deuxième volet, c'est qu'avoir du terrain protégé, c'est quand même dispendieux. Il faut payer des taxes, il faut payer des assurances, il faut entretenir quand même une forêt. Donc, le modèle de la location court terme nous permet de générer des revenus récurrents annuellement. Donc, ça nous permet de sécuriser cette protection-là. Finalement, c'est bien de protéger un territoire, mais c'est aussi bien de lui donner accès au plus grand nombre de gens possible. Donc, la démocratisation de ces lieux-là se fait par la location court terme. D'accord, merci beaucoup. Et pour votre approche un petit peu bioclimatique et l'utilisation de matériaux durables locaux, ce sont vraiment des aspects essentiels dans votre projet, comme on a pu voir un petit peu sur votre site web. Peux-tu nous partager des exemples vraiment concrets de la manière dont vous incorporez ces principes dans la conception et la construction des chalets? Il y a 2 principes pour faire un bâtiment bioclimatique que nous, on utilise. La première étant l'orientation du bâtiment avec le soleil. Donc, au Québec, il y a un drôle de règlement urbanistique qui impose chaque maison d'être alignée avec le chemin.
donc qui n'est pas logique par rapport au soleil ou à l'énergie bioclimatique. Donc, on a été capable de travailler avec la municipalité pour changer ce règlement-là dans notre projet et avoir le droit de positionner chaque bâtiment avec l'orientation du soleil. Donc, ça, c'est une première changement qu'on a fait. Deuxième changement, c'est de travailler avec des matériaux qui sont plus durables que seulement éco-responsables. Donc, un exemple concret, une toiture en métal, ça a une durée de vie de 100 ans. Donc, c'est garanti 50, mais ça dure 100 ans. Et la différence avec une toiture en bardeau d'asphalte, elle doit être changée à tous les 15 ans, s'enfouit dans le sol et ne se recycle pas en ce moment. Donc, on vient de sauver 6 cycles finalement de toiture juste avec cette décision-là. Finalement, mais travailler avec des matériaux locaux, le bois du Québec, en fait. On travaille avec du cèdre de l'Est. C'est un bois qui s'auto-protège. Donc, on a une teinture naturelle qui prévieillit le bois. Et ça permet ensuite d'éviter d'avoir à faire de la peinture, mais aussi de remplacer le matériel à travers le temps. Et ça capte, en fait, le carbone du bois. Donc, le bois est coupé, mais n'est pas soit pourri ou pas brûlé. Donc, ça nous aide à ce niveau. Très intéressant, en tout cas. Je savais pas qu'il était possible de faire ça avec le bois. C'est incroyable. Mais le bois, en fait, pour mettre un peu de nuance là-dessus, les finitions souvent extérieures peuvent être en bois, peuvent être en plastique, peuvent être en différents matériaux. Le bois est plus noble, c'est un peu plus dispendieux, mais ça a une durée de vie qui est plus longue. Il peut être entretenu, on peut le sabler, on peut l'entretenir. Donc, sur la durée, c'est beaucoup plus intéressant que d'autres matériaux à ce niveau-là, mais c'est plus dispendieux à la base. Donc, on a fait des choix qui coûtent plus cher le jour 1, mais qui coûtent moins cher en dollars, mais aussi au niveau de l'environnement à travers le temps. Et comment aussi vous faites, donc on vient pour vivre dans ces beaux logements, mais ensuite on cherche aussi des expériences souvent quand on fait de la location à courte durée. Et qu'est-ce que vous faites comme expérience du coup pour préserver les 80% d'hectares de forêt que vous avez? Sur le grand territoire, donc on a 900 acres qui est protégé. On a des sentiers pédestres qui sont très petits, donc c'est des installations assez simples, mais qui permettent en fait d'explorer l'ensemble du territoire. Il n'y a aucun bâtiment autour des berges. Donc, les lacs sont protégés et il n'y aura jamais de chalet autour des lacs. Donc, on protège vraiment ces lieux-là. Il faut gagner son lac. Donc, ça prend environ 30 minutes de marche pour se rendre au point d'eau. Par contre, c'est une marche qui est hyper belle. Tu as une conscience ensuite qui se crée. Là. Tu apprécies ta marche, tu arrives sur les lieux, tu te rends compte qu'un lac à 1 heure de Montréal ou qu'il n'y a pas de chalet, c'est rare. Tu l'apprécies de plus en plus. Fait que là, c'est un peu toute la programmation en autonomie. Donc, la marche, ensuite, utiliser des planches à pagaie ou des canots directement sur les lacs. C'est en libre service, donc c'est gratuit quand que les gens sont sur le terrain. Et sinon, il y a de la programmation organisée. Donc, des cours de mycologie. Tu vas apprendre à accueillir les champignons, à le cuisiner. Donc, on fait ça directement sur place. On a des visites de territoire aussi avec une experte sylvicole qui te montre les types d'arbres, comment reconnaître les différentes essences de plantes. Donc, vraiment de regarder autour de toi, observer les oiseaux. On fait des cours de photo en nature, de dessin en nature. Donc, l'objectif est vraiment là, de créer une programmation qui permet de reconnecter avec le territoire. Et puis quelque part, ça nous transforme parce qu'on peut aussi ramener ces bonnes pratiques, comme tu dis, avec les champignons quand on les cuisine. On peut aussi essayer après de le faire chez nous ou quand on se balade dans d'autres forêts. Oui, totalement. Puis c'est un peu l'objectif. On pense que c'est dur de transformer quelqu'un, mais je pense que le lieu peut transformer les gens. Donc un beau lieu comme B-Side Habitat, ça a pour objectif d'attirer les gens de la ville qui ont peut-être pas une attirance pour la nature a priori, ou ils ont une attirance, mais ils n'ont peut-être pas toutes les connaissances. Donc, au moins, tu as un lieu qui est attirant, qui est agréable, qui est confortable. Une fois sur place, je pense que le lieu te transforme. Les grandes fenêtres, la forêt, l'expérience. L'expérience de vivre, de sentir la nature. À 100%. Puis ensuite, la nature fait son bout de chemin. Donc, la nature va te faire sentir bien, le stress va descendre, tu es plus créatif, tu as passé un bon moment en famille, avec tes amis ou seul. Puis après ça, tu respires, exact. Puis, comme tu as mentionné, mais là, tu repars avec un petit bagage. Ça peut être aussi simple que d'avoir observé un animal, d'avoir appris un type de champignon, comment déceler une chanterelle, puis comment la cuisiner. C'est peut-être tout simplement de dire hey, « j'ai apprécié ma marche en forêt, j'ai le goût d'en faire d'autres ». Donc, oui, de rapporter un peu ce petit bagage-là qui, je pense, va faire du chemin après. Nous découvrons ensemble l'approche du tourisme régénératif au Québec. Penses-tu que cette approche peut être incluse dans votre projet? Et si oui, comment tu penses qu'il pourrait être? C'est une très bonne question. Je pense que le tourisme durable ou régénératif, c'est un spectre. Puis le spectre est très large. Donc, de notre côté,
Ce qu'on essaie de faire au départ, c'est de la conservation plus que de la régénération. Donc, on ne se le cachera pas, on coupe des arbres pour faire une route, pour faire des chalets. Donc, il y a une forme d'utilisation du territoire, mais pour protéger un maximum. Donc, ça, c'est la première étape. Je pense que la deuxième étape, puis la plus importante, c'est le transfert de connaissances. Plus il va y avoir de gens qui vont visiter le territoire et apprécier justement la partie protégée et apprendre des connaissances, ces connaissances-là sont transférables ensuite pour la suite. Quand il y a un enfant qui expérimente le lieu, apprend que la forêt est importante, justement comment s'orienter en forêt, juste apprécier le lieu, mais cet enfant-là risque d'avoir un attachement à la nature, risque après ça amener d'autres changements. Fait que je pense que le régénératif est beaucoup dans le comportement. Puis finalement, mais à la fin, c'est d'utiliser les dollars de profit qu'on peut générer et ensuite le réinvestir dans la nature. Donc, pour nous, c'est de continuer à faire de la protection de territoire et non pas de protéger et de développer, mais de purement faire de la conservation. Donc, dans le futur, ce serait d'utiliser justement les profits générés par l'utilisation de notre lieu pour faire plus de protection. Est-ce que vous avez aussi peut-être une approche un peu plus communautaire, parce que c'est 100% de la nature, mais avez-vous aussi, à part des experts qui vous soutiennent pour les expériences, mais il y a aussi une espèce d'intervention de la communauté qui est proche? Oui, c'est un très bon point. La communauté a deux sens. La première, c'est que l'ensemble des chalets sont détenus par des propriétaires individuels. Donc, ce n'est pas B-Side qui est propriétaire des chalets. Donc, il y a déjà un sentiment de communauté qui s'est créé entre tous les acheteurs qui croient au même système de valeurs que nous, puis à la même vision. Donc déjà, eux, ils veulent prendre soin du territoire, ils croient à notre vision puis à notre mission. Et le deuxième sentiment de communauté, bien, c'est juste la région autour de nous. Donc ça part avec les voisins. Juste à côté de nous, c'est les Cambristes, qui ont aussi une vision très similaire, qui sont sur le territoire depuis 50 ans. Donc, après ça s'étend avec les autres voisins, la communauté locale. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec nous, que ce soit pour la construction, mais aussi les prestations des expériences. Et c'est de continuer, finalement, ce cercle-là, de s'agrandir et d'inclure le plus de gens possible. Parce que nous, au final, on n'est pas des experts dans rien de tout ça. On est peut-être experts à bâtir des communautés puis créer un lieu pour que ces gens-là puissent justement opérer. Et est-ce que vous avez aussi peut-être pu mesurer, vu que vous avez la communauté de Rawdon à côté, aussi l'impact que les touristes avaient là-bas peut-être auprès des commerces ou des choses comme ça? Pour l'instant, on n'a pas d'indicateur concret. On essaie de mesurer par étape. Donc, la première étape pour nous était de voir quel est le pack minimum qu'on peut avoir en développant. Parce qu'on savait, on rentre dans la forêt et là, on développe. Donc, on a un impact. Fait que la première chose qu'on mesurait, c'était le nombre d'arbres coupés et le nombre d'arbres non coupés. Donc, un exemple concret, on a changé le tracé de route pour inclure des sens uniques et pour réduire l'empreinte de la route pour installer fil d'Hydro-Québec. Donc, c'est très rudimentaire. Il faut mettre de l'électricité, on doit avoir une route. Les changements qu'on a faits sur nos plans ont permis de sauver 5 km² d'arbres. Donc, ça, c'était concret. Donc, les décisions avaient un impact réel sur la quantité de forêt qu'on préservait. La deuxième chose, c'était la réutilisation des ressources. Donc, une fois qu'on a coupé les arbres, ceux qu'on pouvait réutiliser pour faire des planches, pour pouvoir réutiliser ensuite sur des bâtiments accessoires. On le fait. Ensuite, on peut le réutiliser pour le bois de chauffage. Et finalement, une fois qu'on a coupé l'arbre, il faut faire notre route, préparer le chemin. Et là, on a réutilisé l'ensemble du topsoil pour faire la terre. Et c'est avec ça qu'on a fait l'aménagement paysager autour des chalets. Donc là, on mesurait vraiment qu'est-ce qu'on peut réutiliser. Est-ce qu'on réutilise les arbres? Est-ce qu'on réutilise la terre et même les roches? Donc, il y a des endroits qu'on doit dynamiter du roc pour pouvoir passer la route. Mais là, on réutilisait la roche pour faire notre chemin. Donc, ça, c'était une des choses qui était très concrète. Sinon, les autres choses qu'on mesure, c'est le nombre de personnes qui passent. Donc, le nombre de personnes qui ont eu accès au territoire, le taux de satisfaction de cette clientèle-là, le taux de retour. Finalement, c'est ce qui est réinjecté en tourisme dans la localité. Donc, à la quantité de visiteurs qu'on a, on est capable de voir c'est quoi l'impact sur les municipalités locales. Donc, quand les gens arrivent à Rawdon, le retour de taxes pour la ville de Chertsey, la taxe touriste qu'on paye à Tourisme de la Naudière. Donc, ça, c'est des retours concrets. Est-ce que dans votre projet, avez-vous quelques clés pour mesurer l'impact positif que vous faites avec la construction, conservation de chalets dans la nature, mais aussi avec la communauté locale? Oui, effectivement, un impact local auprès de la communauté, mais c'est difficile à quantifier avec des chiffres. C'est plus, je pourrais dire, qualitatif et c'est aussi un impact humain. Donc, donner un exemple concret, on a des voisins, Terre de Bison, qui c'est vraiment une super belle ferme. Ils sont à un jet de pierre là, de notre projet. Mon collègue Hugues les a croisés dans un événement. Ils nous ont dit
Honnêtement, on est tellement reconnaissant de votre arrivée. Vous avez plusieurs de vos clients qui viennent acheter dans notre commerce. On a fait, nous, des partenariats avec Menu Extra, qui sont venus faire des capsules de cuisine, tout ça, mais ils sont arrêtés à Terre-de-Bison, prendre leur viande. Ensuite, ils sont arrêtés dans d'autres commerces locaux. Donc, c'est de cette façon-là qu'on le sent que ça a un impact. Il y a un petit café qui est ouvert tout récemment, Café Boisé, sur la rue Queen à Rawdon. Maintenant, ils vendent nos magazines. Et ils nous ont mentionné qu'il y avait beaucoup de visiteurs, en fait, qui arrêtaient à leur café. Donc, par les échos, on le sent. Éventuellement, on aimerait arriver à une maturité d'entreprise où on va être capable de vraiment quantifier cet impact-là. Mais du moins, ça fait du bien de sentir que ça a un impact positif là, autour de nous. Surtout avec la communauté qui est justement autour de vous, parce que c'est là qu'on rencontre les impacts positifs. Sinon, ils ne vont pas être reconnaissants. Totalement. Puis, on essaie des choses aussi. Cet été, on a fait une première activité qui s'appelle l'heure du conte. Donc, en soirée, juste avant que le soleil se couche, on a une grande esplanade devant des étangs et il y a un conte pour les enfants, pour les petits et les grands. On en a fait un avec Barbada, qui était un conte sur la diversité, sur l'inclusion, sur la différence. Ça a été vraiment un super atelier, mais c'était intéressant de tester quelque chose de nouveau dans un contexte de nature avec des enfants les plus grands. Donc, il y a aussi cet impact-là qui n'est pas directement la communauté locale, mais une communauté d'idées ou de valeurs qui se rencontrent. Tandis que tu es dans le secteur de l'hébergement ici au Québec, et on peut aussi parler au Canada en général, quels seraient tes espoirs pour ce secteur? Quelles seraient tes inspirations pour eux dans l'avenir? Comment est-ce que tu verrais, par exemple, ce secteur au Québec ici évoluer ou tendre vers? Ce qui serait bien, en fait, dans l'évolution de l'hébergement au Québec, en fait, c'est une évolution de diversification. Il y a beaucoup d'opportunités de faire les mêmes choses un peu partout. Puis je pense que ce qu'on a besoin, c'est des choses différentes. Donc, au lieu de prendre des concepts préfabriqués déjà existants qu'on voit un peu partout, je pense qu'il y a une belle opportunité d'amener une saveur locale, une saveur qui est plus personnelle aux entrepreneurs derrière le projet. Puis je trouve qu'il y a tellement de créativité au Québec, puis il y a des lieux extraordinaires que pour moi, ce serait une opportunité que je vois. La deuxième chose, c'est de continuer à travailler un peu avec la conservation. On le voit que ça fonctionne, cette espèce de combinaison-là de développer très peu, conserver au maximum, ça a un impact positif à court terme, mais aussi sur le long terme. Parce qu'on ne se le cachera pas, il va continuer à avoir de l'étalement urbain. La croissance de la démographie au Québec fait qu'augmenter et ça n'arrêtera pas. Donc, si les acteurs touristiques en hébergement sont capables de contribuer à protéger les parcelles de forêt, bien, je pense que ça va être bon pour eux aussi dans l'avenir parce qu'après ça, ils vont être entourés d'un petit oasis. Ça va être bon pour les gens en général, mais ça va être bon pour eux aussi. Donc, ce seraient les deux conseils. Plus de diversité, de créativité dans l'hébergement comme tel. Faire un peu plus de conservation, donc moins développé autour. Puis je rajouterais peut-être de l'hôtellerie sensible. On est beaucoup dans la location court terme avec beaucoup de technologies. Donc, des messages automatisés, des outils qui nous permettent là, d'enlever des tâches humaines. Mais je pense qu'on a foncièrement besoin de plus d'humains, là, de se parler, de prendre soin des gens. Donc, une vraie, beaucoup d'hôtellerie, mais humain. Je pense qu'on devrait miser plus pour ça. C'est vrai que l'hôtellerie, c'est un métier humain avant tout, c'est la rencontre de l'autre et la découverte de l'autrui. Donc, c'est vrai que ça serait bien de garder ça un petit peu au centre. La location court terme a été un peu peut-être dénaturée dans les dernières années avec l'explosion de certaines plateformes. À pas du gain, c'était facile de développer ce secteur-là, mais à la fin, il va seulement rester les joueurs pertinents, je crois, à la fin du cycle qu'on vit. Mais on a autant besoin de reconnecter avec la nature qu'on a besoin de reconnecter avec les humains. Je pense que c'est ça l'hôtellerie, c'est de créer un contact humain, créer un petit moment magique, écouter les gens, essayer d'agir sur ces données-là pour qu'à la fin, les gens disent passer un merveilleux moment, puis le souvenir s'est créé. Là. Moi, j'aimerais faire une autre question, et c'est qui tes clients? C'est une très bonne question. Qui sont nos clients? Il y a les clients types et il y a les clients réels. Donc, le client type est un client principalement urbain, qui est âgé entre 25 et 65 ans, donc c'est assez large. Des gens qui aiment le design, donc une sensibilité architecturale, qui aiment le beau, mais qui aiment aussi la nature brute. Donc, et des gens qui ont beaucoup de sensibilité globale, donc qui aiment la bonne bouffe, le bon vin, qui aiment la nature, donc des épicuriens. Là, c'est vraiment notre clientèle cible. La réalité, c'est qu'on a des gens d'un peu partout. Des gens qui nous découvrent pour la première fois et qui voulaient tout simplement avoir un chalet, mais qui repartent un peu transformés. Et ça, pour nous, c'est des bons moments. Ils nous le disent, on ne s'attendait pas à ça, puis finalement, on sort transformé.
Il y a beaucoup de gens qui reviennent souvent. On a un client en particulier qui est rendu à sa 13e visite en 2 ans. C'est quelqu'un qui habite en ville et qui dit c'est un peu mon oasis. Je m'en vais lire là-bas, je vais faire travaux, donc vraiment une espèce d'ancrage. On a beaucoup d'aventuriers qui ont juste le goût de venir essayer quelque chose de nouveau. Et pour eux, c'est excitant de dire j'ai une forêt un peu vierge que je peux explorer, qui n'est pas tout aménagée. Donc, ouais, c'est assez varié comme clientèle, mais très similaire au niveau des valeurs. Dans les chalets, il y a tout un aménagement. Donc, c'est la personne même qui va être en charge de cuisiner. Oui, donc les chalets, c'est très, très bien équipé. Donc, on est vraiment dans du confort très élevé. Donc, à toute fin pratique, c'est une maison en termes de qualité de bâtiment, là. Donc, c'est une maison d'architecte, d'une façon. Ensuite, à l'intérieur, c'est petit. C'est très minimal. Les plus petits chalets ont environ 800 pieds carrés et les plus grands ont 1500 pieds carrés. Puis ensuite, tu as une cuisine complètement équipée et très bien outillée. Donc, des bons couteaux qui coupent, tous les éléments pour faire de la bonne cuisine en groupe. On a des toilettes, on a des saunas aussi dans toutes les unités parce qu'on veut que les gens connectent tout ça avec les sens. Donc, le contraste, le chaud, le froid, on veut que les gens aillent à l'extérieur, il y a une fenestration abondante. Après ça, les gens, aussitôt qu'ils sortent à l'extérieur, là, il y a tout le côté un peu plus rugged, je peux utiliser l'anglicisme. Mais oui, les chalets sont très confortables, très bien équipés. Et pour fermer un petit peu la boucle, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, que souhaiterais-tu que l'audience vraiment retienne d'aujourd'hui? Quel est le message que tu aimerais leur faire passer? Je pense que c'est possible de faire du tourisme différemment et c'est possible d'avoir une mission qui est plus grande que nous dans un projet entrepreneurial. Je pense que c'est ça, pour moi, qui est important. Donc, dans notre cas, on veut faire de la conservation de territoire, puis c'est une vision idéaliste. Mais on a trouvé un modèle d'affaires qui est réaliste pour se rendre à ce but-là. Puis c'est très gratifiant, en fait, de faire ça. Puis on espère qu'il y ait d'autres personnes qui soient capables de faire la même chose ou de le faire différemment. Donc, qu'il y ait plus de gens dans ce mouvement-là. Super, merci pour ton temps en tout cas et pour cette belle conversation. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Merci beaucoup, puis ça fut un plaisir. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura amené des réflexions et aussi des solutions, qu'il vous aura inspiré à opter pour un tourisme régénératif. Si toi aussi tu veux changer les codes du tourisme, soutiens-nous. C'est très facile. Tu peux laisser une note positive sur notre podcast et le partager à ton réseau. En attendant le prochain épisode, tripons sur les réseaux. Merci et à tantôt.